Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, bienvenue au nouveau et bon retour aux habitués. Bon retour à moi aussi d'ailleurs, ça faisait effectivement un moment que je n'avais pas publié au format long, mais me voilà. Aujourd'hui, je vous propose une petite session dessin commenté où je vais répondre aux questions que vous m'avez posées concernant le développement de mon univers et le dessin, de manière plus générale. Je vous avais sollicité sur mes différents réseaux et je suis parvenu à synthétiser les différentes interrogations en 4 questions sur lesquelles vont porter cette vidéo. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de me répondre et de participer. Si votre question n'apparaît pas dans cette vidéo, aujourd'hui, pas de panique, je ferai très probablement une autre vidéo. Aussi, si vous n'avez pas eu l'occasion de me faire part de vos interrogations ou que vous avez de nouvelles questions, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour que j'en prenne note. Trêve d'introduction, on est parti avec la toute première question. D'où me vient l'inspiration pour créer cet univers de manière cohérente ? Alors j'avais beaucoup aimé l'hypothèse d'une de mes amies qui mentionnait une forme de manifestation de souvenirs vibrants d'une vie antérieure ou parallèle, mais plus concrètement, il est vrai que la démarche de création d'univers peut paraître très chaotique. Ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver avec tous les paramètres qu'il faut mettre en place, mais pour moi il y a vraiment 3 aspects qui m'aident à avancer de manière cohérente. Le premier, c'est l'âme du projet, le pourquoi qui anime mon intention de créer cet univers. Je compléterai ma réponse sur ce point plus tard dans la vidéo avec la deuxième question, mais pour le moment, voilà ce que je dirais. Ma volonté derrière ce projet, c'est de créer quelque chose qui met en image des aspects plus symboliques de la sensibilité humaine. D'une certaine façon, j'essaie de créer quelque chose que j'aimerais moi-même découvrir. Ça paraît un peu prétentieux comme ça, mais je trouve qu'on a assez d'histoires de guerre, de massacres, de colonialisme, de conquête, du bien contre le mal, etc. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mauvais avec ces histoires, mais j'avais envie de me mettre au défi d'aller au-delà de ces aspects-là. Pour cela, j'ai beaucoup étudié mes comportements face à ce que je consommais et ce à quoi j'avais tendance à m'attacher dans les histoires que je découvrais. Ce que je voulais voir davantage ou ce que je souhaitais voir développer davantage. Parce que je pense qu'on se retrouve surtout dans les valeurs, les identités, les rituels, les pratiques, les engagements, les aspirations, le besoin d'évasion, de rêver, d'être inspiré, tout ça, tout ça. Tout ça est très personnel bien sûr, et je pense que c'est important que ça le soit. Parce que c'est notre expression qui doit primer dans ce genre de démarche. C'est ce qu'on a à dire qui est à nous, en quelque sorte, et c'est ce qu'on a généralement le plus envie de partager. Bien sûr, cette fameuse intention n'a pas nécessairement besoin d'être pompeuse, en revanche, je pense qu'il faut qu'elle soit immuable, du moins à l'échelle du projet. Je poursuis tranquillement avec le deuxième aspect qui m'aide à veiller à la cohérence de mon univers, c'est ce que j'aime appeler le défi de l'artiste. Je sais que c'est un peu dramatique, mais plutôt pertinent. Je m'explique. Comme mentionné auparavant, la création d'univers a un fort penchant chaotique, du moins au départ. Il s'agit fondamentalement de définir des paramètres et d'accepter leurs conséquences. C'est ce que j'appelle le défi de l'artiste, le rapport entre créateur et créature, l'artiste et son œuvre, qu'on retrouve aussi un peu quelque part entre le parent et l'enfant. Lorsque l'on crée quelque chose, il faut accepter que cette œuvre possède sa propre essence. On peut contrôler tout ce qu'on lui insuffle, mais pas nécessairement ce qu'elle va devenir et encore moins les réactions qu'elle va provoquer. Lorsque l'on commence à définir des paramètres, même à leur premier stade, le type d'univers, les personnages, la menace principale, le régime en place, etc., il y a déjà des conséquences qu'on peut envisager avec le bon sens. Un peu comme si l'univers commençait déjà à s'écrire tout seul. Un peu de concret, en ce qui concerne les terres d'Alvérois, j'ai pris le parti de définir des éléments naturels nécessaires à la vie, qui diffèrent de ce que l'on connaît en tant qu'être humain. Par exemple, il n'y a pas d'eau, mais plutôt une sorte de sève. Sans trop rentrer dans les détails, le fait qu'il n'y ait pas d'eau veut aussi dire qu'il n'y a pas de pluie ou de glace. Si la vie a besoin de la fameuse sève, je dois réfléchir aux moyens dont la sève se répand sur les terres et comment la vie s'y rattache. Et déjà, cela va avoir un aspect environnemental, impactant l'esthétique du ou des biomes pour l'univers en question. Un choix simple à l'origine, mais déjà beaucoup de conséquences concrètes pour le développement. Et suivre ces courants logiques, ça permet d'assurer une cohérence certaine, doublée d'une singularité qui peut s'avérer être forte et inspirante. Je dirais que j'essaie d'affirmer mes intentions pour cet univers avec mes choix, tout en acceptant d'aller à la rencontre de ce que cela produit. C'est passionnant, mais ce n'est pas simple. Enfin, le troisième et dernier aspect qui m'aide à rester cohérent, c'est le processus. Je pense que dans mon cas, c'est vraiment en dessinant que je progresse. J'ai toujours mieux réfléchi avec mes mains et c'est en enchaînant les croquis que je génère davantage d'idées et que je me rends davantage compte de ce que mes choix impliquent, donc les fameuses conséquences que j'ai mentionnées plus tôt. C'est aussi la façon de me rendre compte de l'esthétique qui en découle. Bien entendu, on peut créer un univers à l'écrit ou par d'autres moyens, mais cela engage toujours un processus plus ou moins fixe qui va assurer un mouvement créatif, comme un moteur. Un processus fixe assure aussi une certaine cohérence dans la façon de réfléchir, de produire et d'avancer.
C'est aussi un excellent moyen de garder des traces de toute sa réflexion qui est requise dans cette démarche. Il m'arrive très souvent personnellement de prendre le temps de regarder mes anciens croquis et de cibler ceux dans lesquels je reconnais l'âme dont j'ai parlé plus tôt, et ceux qui me paraissent moins authentiques. C'est un peu comme si je connaissais déjà entièrement l'univers intérieurement et que je recherchais constamment à le reconnaître dans ce que je produis. Voilà, j'espère que ça a fait un peu de sens, tout ça. C'est ce que je peux dire pour la première question, donc on va passer tranquillement à la deuxième. Où est-ce que je me situe dans cet univers que je crée? C'est une question très intéressante que m'a posée Jeb Draw, que je remercie encore. Il a lui aussi sa propre chaîne d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Pour en revenir à la question, il va vous falloir un petit peu plus de contexte. Donc comme vous le savez peut-être déjà, j'aime particulièrement intégrer des métaphores à ce que je crée. Je dirais même que c'est presque exclusivement ma façon de procéder. Pour ceux qui découvrent le projet, voilà un petit pitch. Donc les terres d'Alvérois se sont manifestées par la volonté d'un être divin et bienveillant, dont l'unique dessein se résume à la perpétuelle expansion de la vie. Cette divinité, vous l'aurez compris, c'est Alvérois, et ces terres partagent le même nom. Je reviendrai sur les détails de la Genèse dans une vidéo dédiée dans le futur, mais l'idée c'est qu'Alvérois est une entité puissante originaire d'une dimension éthérique qui n'a donc pas de forme. Mais un jour, Alvérois fut en mesure d'ouvrir une brèche vers une toute nouvelle dimension aux propriétés bien différentes de la sienne. Tout là-bas semblait plus dense, plus palpable, mais aussi plus lent. Dans toute son immensité, Alvérois n'était pas capable de se manifester dans son entièreté, de se transposer dans cette dimension. Seul son œil était en mesure de passer par la brèche et contempler tout ce nouvel espace de jeu. Mais cela était bien suffisant pour que son pouvoir opère. Il commença alors à façonner un monde qui allait porter son essence. Patiemment, méticuleusement et assidûment, il se mit à contempler au fil des temps la manifestation vibrante de cette forme qui est la sienne, les terres d'Alvérois. Et voilà donc le corps du projet. S'il fallait faire le lien avec la première question, le deuxième penchant de l'âme derrière ma démarche, c'est celui-là. Il s'agit en réalité d'une métaphore de l'acte de la création en lui-même. Donc pour répondre à la question de Jeb, je suppose que je serai Alvérois en quelque sorte, sans aucune prétention, mais dévoué à un monde que je crée à mon image et que je découvre aussi tout au long du processus. On enchaîne tranquillement avec des questions un peu plus techniques. Comment fais-tu pour gérer les proportions des créatures et des personnages que tu crées ? Alors je pense qu'il y a plein de moyens de gérer ce domaine. Je vais vous parler de la méthode que moi j'emploie, mais comme d'habitude, gardez en tête que c'est simplement à titre d'expérience. Je ne prétends pas qu'il s'agit de la meilleure façon ou l'unique façon de procéder. C'est en soi assez simple. Lorsque vous créez un corps, quel qu'il soit, je pense dans un premier temps que ce qui est important c'est d'avoir un membre repère pour construire la silhouette. Sans surprise, le plus courant est d'utiliser la tête, mais ça n'a pas nécessairement besoin d'être le cas. Le torse fonctionne très bien aussi par exemple. En fonction du personnage ou de la créature que vous voulez créer, ce fameux membre repère peut être évident. On peut par exemple évaluer quelle partie du corps sera dominante pour se laisser guider. Par exemple, pour un personnage super costaud, le torse bombé va certainement dominer la silhouette. Donc prendre le torse comme repère, ça peut être pratique. Qu'importe votre choix, l'objectif ensuite c'est de traduire chaque élément de la silhouette comme une proportion de ce fameux membre pris en référence. Par exemple, la tête est ma référence, donc je vais me dire que le torse va faire une tête, la plaque abdominale va faire une autre tête, le bassin une demi-tête, et ainsi de suite. Pour ce qui est du rapport de proportion, ça, il n'y a pas de secret. Il faut faire des tests. Ça va dépendre grandement de votre style de dessin. L'Académie défend des canons de beauté bien connus, qui sont aussi très renseignés dans les livres et sur Internet. La silhouette à 8 têtes, à 7 têtes, etc. Mais tout ça peut être vraiment dramatiquement remis en question en fonction du style, comme je l'ai mentionné plus tôt. Donc un style dramatique, minimaliste, caricatural et j'en passe. L'objectif, c'est surtout de définir le rapport de proportion qui va vous satisfaire. Et dans ces tests que vous allez mener, gardez en tête aussi de mettre vos personnages et vos créatures en relation les uns avec les autres. Si votre personnage doit monter sur une monture, assurez-vous que la monture peut effectivement soutenir le personnage. Il y a des détails comme ça qui peuvent vous aider pour régir vos proportions. Si le personnage a des petits bras, par exemple, par choix, et qu'il a une épée à la taille, assurez-vous qu'il puisse dégainer son épée. Ça peut paraître bête, mais ce sont des traquenards dans lesquels on tombe facilement lorsqu'on cherche des visuels qui claquent, en se détachant un peu trop de l'aspect sensé de ce qu'on dessine. Donc tout ça, c'était le premier temps. Dans un second temps, il va falloir faire attention à l'équilibre. Cela va me permettre de faire le lien avec la prochaine question, mais il faut que votre personnage ou votre créature puisse tenir debout ou sur ses pattes ou sur le soutien qu'il ou elle a. Lorsque vous dramatisez une forme, assurez-vous de compenser la surcharge sur le reste de la silhouette, pour que le sujet n'ait pas l'air de basculer dans une direction plutôt qu'une autre. Souvent, on pense avoir des problèmes de rapport de proportion, alors qu'il s'agit davantage d'un problème d'équilibre. Parce que vraiment, les rapports de proportion, il y en a vraiment plein de possibles. Pour vous aider, observez les animaux et comment leurs corps ont résolu les problèmes d'équilibre. La nature est toujours source de réponses précieuses dans l'immensité de sa diversité.
Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je passe donc à la dernière question. As-tu des conseils pour l'anatomie de manière générale? Je pense que c'est honnêtement la question qui revient le plus souvent. L'anatomie, c'est complexe et pour moi, il n'y a pas de secret, encore une fois, de méthode magique en 10 étapes pour maîtriser en 2 semaines tous les corps du monde, les raccourcis mystiques qui vendent des mensonges. Je trouve que ça n'aide personne. Pour maîtriser l'anatomie, il faut dessiner à répétition le corps jusqu'à ce que ça rentre dans la tête, mais surtout dans la main. Alors ça paraît un peu triste comme approche là tout de suite, mais j'ai quand même des modestes conseils. Le premier, on se détend. L'anatomie, comme je l'ai dit, c'est complexe et c'est complexe pour tout le monde. Vous allez apprendre l'anatomie probablement toute votre vie en continuant d'ajuster, affiner, etc. Soyez sûr que moi, je continue d'apprendre tous les jours. Il y a des choses que je ne fais pas correctement et je me corrige au fur et à mesure. Il y a aussi des choses que j'ai choisi de ne pas corriger. Ainsi soit-il. Si vous avez besoin d'une position ou d'une attitude particulière, n'hésitez pas à utiliser des références. Gardez bien en tête que les plus grands artistes de l'histoire de l'art avaient toujours des références. Les peintres, par exemple, avaient littéralement des modèles qui posaient pour leurs tableaux avec une mise en scène intégrant tous les éléments de décor, la lumière, les drapés. Il y avait toujours beaucoup de recherche et de préparation. Donc ne vous mettez pas trop la pression avec ce mythe de devoir être capable de tout dessiner dans toutes les positions possibles sans jamais douter. Pour ce qui est de l'apprentissage en lui-même, commencez bien sûr par le sujet qui vous intéresse. Les oiseaux, les chevaux, les êtres humains, les poissons, c'est comme vous voulez. Ensuite, on va commencer par s'intéresser à la mécanique. On va réfléchir en pelure d'oignon et la première couche d'un corps, c'est le squelette. Le point clé de l'étude du squelette, c'est surtout de définir les articulations et les mouvements qu'elles permettent de réaliser. Quels sont les blocs qui bougent et ceux qui ne bougent pas? On s'intéresse ensuite aux muscles qui font tenir tout ça et c'est là généralement que ça commence à chauffer. Ce qu'il faut garder en tête à mon sens, c'est l'idée de simplifier les informations. Synthétiser les formes pour rester dans quelque chose de visuellement organique. Groupez les muscles qui fonctionnent ensemble comme une seule unité et familiarisez-vous avec la forme qu'ils ont. Quand on commence à étudier les muscles, on peut avoir tendance à vouloir tout dessiner. Mais tous les muscles ne sont pas visibles. Parce qu'il y a encore des pelures d'oignon à prendre en considération. La chair, par exemple. Qu'importe notre corpulence, nous ne sommes pas que du muscle. Il y a de la chair, des rondeurs, des pleins, des vides, tout ça à prendre en considération. Et là, ça chauffe encore plus. Pour s'habituer à tous les corps, il faut en dessiner plein et de toutes sortes. Des secs, des ronds, des allongés, des ramassés, des petits, des tressés, des grands. Familiarisez-vous au plus tôt avec l'immense diversité de ce qu'un corps peut être. Un autre petit conseil que je pourrais donner et que je devrais suivre aussi d'ailleurs, c'est bien de commencer par dessiner les postures et détails anatomiques que vous utiliserez beaucoup. Par exemple, un poing serré, une main sur les hanches, les bras au repos, une tête légèrement penchée, un déhanché léger, etc. Ça va vous permettre de vous familiariser avec les formes plutôt que la science qui est attachée à l'anatomie en elle-même. Parce que l'objectif, c'est de bien comprendre le corps, mais de pouvoir le restituer de la façon la plus naturelle possible, sans qu'il ait l'air robotique ou trop carré. Ce qui m'amène au tout dernier conseil, c'est aussi de se concentrer sur le mouvement. Gardez en tête que ce qui est vivant est toujours dynamique et en mouvement, même quand il s'agit de postures plus relâchées. Essayez de vous concentrer sur des formes et des coups de crayon qui essayent de retranscrire ce vivant, cette vibration. Voilà, tout ça c'est évidemment beaucoup de boulot et c'est difficile encore une fois. Donc prenez le temps qu'il vous faut, une étape à la fois et avancez. Personne n'a besoin de courir et surtout évitez de vous interdire de dessiner parce que vous ne maîtrisez pas assez tel ou tel aspect de l'anatomie. Le dessin c'est pour s'exprimer et s'amuser avant tout. Donc moi généralement ce que je conseille c'est d'avoir des temps d'étude et des temps d'expression pour être sûr qu'il n'y ait pas de frustration qui s'accumule. Et voilà, je pense avoir tout dit. J'espère que j'ai pu convenablement répondre à vos attentes et que ces éléments de réponse vous seront utiles. J'espère surtout avoir été clair, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si j'ai éludé certains aspects des réponses ou si vous n'avez pas tout bien compris. Si vous avez d'autres questions, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je vous remercie encore sincèrement pour votre participation et pour votre attention aujourd'hui. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous. Salut!